Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de BBC Info en direct depuis Madrid. Voici les titres. Un nouveau rapport inquiétant des Nations Unies indique que 2019 ferait partie des 3 années les plus chaudes jamais enregistrées par les Nations Unies. L'heure est donc à l'urgence, à la réflexion et surtout à l'unité. Et aussi à la une de l'actualité ce soir. L'OTAN en état de mort cérébrale. Emmanuel Macron maintient ses propos peu avant le sommet de l'organisation qui se tient à Londres. Lionel Messi sacré Ballon d'Or pour la 6e fois. Au Sénégal, c'est la déception chez les inconditionnels de Sadio Mané. Merci d'être avec nous en direct depuis Madrid où se déroule la COP25, le grand rendez-vous écologique de la planète. Tous les leaders sont là et tous les leaders se sont réveillés ce matin avec une nouvelle assez choquante, un rapport des Nations Unies en collaboration avec l'organisme météorologique mondial, l'OMM, qui indique que la décennie que nous venons de vivre, que nous allons terminer dans 1 mois et demi, a été la plus chaude jamais enregistrée et que l'année 2019 faisait partie des 3 années les plus enregistrées également. Une nouvelle qui n'a pas fait tant de surprises mais qui a quand même été impressionnante par ses conséquences qu'elle implique. Parce que vouloir dire cela veut dire que le monde entier continue d'augmenter ses émissions de carbone, continue d'augmenter sa production intensive et ne respecte pas les accords de Paris qui avaient pourtant été signés il y a 4 ans. Mais pour Petteri Taras, le secrétaire général de l'OMM, tout n'est pas mauvais et il y a quand même encore des possibilités. De plus en plus d'énergies renouvelables sont utilisées dans de nombreuses régions du monde. Et si vous regardez l'industrie automobile, de plus en plus de véhicules électriques et de véhicules à biocarburant arrivent sur le marché. Le monde bouge et la problématique sur le climat est mieux cernée aujourd'hui. En revanche, jusqu'à présent, le niveau d'ambition reste en dessous des objectifs de Paris. Mais il n'y a pas lieu d'être tout à fait pessimiste. Il se passe des choses, c'est seulement que l'ambition n'est pas au niveau souhaité. Mais alors, comment lutter contre ce réchauffement climatique, cette aggravation du climat mondial? L'Afrique essaie d'offrir des solutions. L'Afrique et ses représentants, dont notamment le Congolais Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, ont tenté et tentent depuis plusieurs années d'établir et de protéger le fameux bassin du Congo, la fameuse forêt congolaise, ce poumon africain, le bassin du Congo étant, je vous le rappelle, la 2e forêt, le 2e espace de forêt dans le monde derrière l'Amazonie. Et donc forcément, c'est un bien, c'est un cadeau de la nature qu'il faut protéger parce que la déforestation de cet environnement entraînerait de conséquences très très graves sur le climat, comme j'ai pu le constater. Des hectares de forêt préservés tant bien que mal. Ces forêts tropicales régulent le climat de l'Afrique subsaharienne, tel un vrai poumon vert en plein cœur du continent. Le bassin du Congo couvre 4 millions de kilomètres carrés et s'étend sur 10 pays d'Afrique centrale. La zone est derrière la forêt amazonienne, la plus grande forêt du monde. Mais le bassin du Congo, qui abrite 93 millions de personnes, pourrait voir sa population doubler d'ici 2035, mettant ainsi à risque cette zone qui pourrait perdre de sa superbe. Et cela pourrait avoir un impact terrible sur l'Afrique tout entière. Dans l'histoire de l'Afrique, si on regarde l'Afrique de l'Ouest, il n'y a presque plus de forêt. Parce que la forêt de l'Afrique de l'Ouest a été traitée comme une commodité à faible valeur en Afrique. Toute la valeur ajoutée, c'était en Europe ou en Chine ou aux États-Unis. Donc ce qu'on essaie de faire au Gabon, c'est de transformer tout notre bois au Gabon. On a interdit l'exploitation de bois non transformé. On essaie de donner à cette forêt une plus grande valeur pour que les populations prennent soin de la forêt. Il faut que la forêt ait quelque chose de précieux, il faut qu'on comprenne bien la valeur de la forêt si on veut bien la gérer.
Afin de contrer cette tendance, la République du Congo avait lancé lors de la COP22 au Maroc le Fonds bleu pour le bassin du Congo, afin de lancer une opération de grande ampleur, conjointement avec 15 autres pays africains. Et ce mardi à Madrid, le président Nguesso appelait à l'unification de la voix africaine sur les problèmes climatiques. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo devra permettre de transformer en profondeur nos modèles économiques, sociaux et environnementaux et de les aligner sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est le moment pour tous les amis de l'Afrique, pour tous les amis des États de l'Afrique centrale et de l'Est, tous ces amis de se mobiliser pour que les peuples d'Afrique centrale et de l'Est s'engagent auprès des autres peuples du monde dans la lutte contre les changements climatiques. Pour l'heure, une chose est sûre, les discussions ont lieu peut-être ici à Madrid, mais l'importance de ce fonds est cruciale pour la survie d'une région et d'un continent en général. Mais alors, comment garantir que l'économie congolaise puisse continuer à fleurir malgré la protection de cet environnement, malgré la protection de cet écosystème? Eh bien, c'est forcément une question que l'on peut se poser, qui est très compliquée parce qu'il y a une différence à faire entre protection mais aussi économie, parce que cette forêt reste aussi un atout économique très important pour la République du Congo. Donc forcément, j'ai posé la question à la ministre de l'écologie forestière de la République du Congo, Rosalie Matondo, plus tôt cet après-midi. La réponse que l'Afrique et le Congo veulent apporter, son engagement pour la lutte contre les changements climatiques. Vous le savez bien que le bassin du Congo, c'est plus de 220 millions d'hectares de forêt et le Congo représente à peu près 23 millions de forêts. Et là-dedans, nous avons une forte biodiversité en termes de flore et en termes de faune que nous préservons avant même qu'il y ait ces déclarations et ces effets du changement climatique. Et nous voulons continuer là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas malheureusement un manque à gagner à faire ce choix de protéger l'écosystème? Est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner pour le Congo? Nous devons leur apprendre à utiliser durablement, rationnellement ces ressources. Nous voulons apporter des projets génératrices de revenus à travers ces ressources que les populations ont dans leur écosystème. Donc les populations doivent vivre de ces ressources. C'est-à-dire, moi je peux prendre un exemple, il y a du miel dans les forêts. Comment les populations peuvent utiliser ces miels, le vendre et gagner leur vie? Alors, il y a du gibier, les populations ont l'habitude de consommer du gibier. Nous disons, nous pouvons élever, nous pouvons faire l'élevage des espèces de faune qui sont localement reconnus, que les populations ont l'habitude de consommer, mais en faire à travers des ranchs, élever ces espèces de faune pour que ça ne puisse pas réduire cette biodiversité en forêt. Donc vous voyez, c'est pourquoi je vous parlais de la conciliation entre les besoins, non seulement des populations, mais du pays en termes économiques, avec la gestion durable de ces écosystèmes qui nous permettent d'aller de l'avant et de ne pas faire les erreurs du passé où, quand vous avez pris l'exemple de l'Amazonie, où on doit tout couper, tout raser pour faire de l'agriculture industrielle. Chez nous, le Congo, ça ne se passe pas encore comme ça, Dieu merci, parce que nous sommes encore à 0,06% de déforestation dans notre pays. Voilà pour le Congo, et donc forcément la conférence continue jusqu'à la semaine prochaine. On a noté aussi l'arrivée aujourd'hui en Europe de Greta Thunberg, la jeune activiste de 16 ans qui est arrivée par bateau depuis les États-Unis. Donc la conférence va monter d'un nouveau cran, Myriam, dès demain et son arrivée en Espagne. Merci Pierre-Antoine Denis, vous étiez en direct de Madrid. Et désormais, direction Londres. C'est un anniversaire qui n'a même pas encore débuté, mais qui crée déjà des tensions. L'OTAN, qui célèbre ses 70 ans demain, n'a pas été épargné par Emmanuel Macron. Le président français avait qualifié l'organisation en état de mort cérébrale. Et même si ses propos ne sont pas passés auprès de ses homologues turcs et américains, Emmanuel Macron n'a pas fait marche arrière, mais insiste sur l'importance de la coopération entre les pays de l'OTAN.
au sein de la coalition internationale en Syrie, comme les travaux que nous menons ensemble sur les différents sujets. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, la coopération entre nos deux pays, qu'elle soit militaire, économique, diplomatique, est importante. Il nous arrive parfois de ne pas être d'accord, on l'a eu sur le climat, mais sur la lutte contre le terrorisme, sur les engagements essentiels, nos soldats, nos équipes travaillent côte à côte. À la une de l'actualité sportive, la 4e place de Sadio Mané au Ballon d'Or laisse un goût amer en Afrique. Pour en parler, rejoignons à Dakar Babacar Diarra de BBC Sport Afrique. Babacar, de nombreux analystes sportifs estiment que Sadio Mané est 4e parce qu'il est africain. Est-ce que vous partagez cet avis ? Alors à chaud, le sentiment, ça peut être effectivement que c'est une injustice. On peut être décontenancé par la 4e place de Sadio Mané pour la simple raison que celui qui est à la 3e place du podium, Cristiano Ronaldo, sort peut-être de sa plus mauvaise saison, même si on sait que c'est un joueur de 34 ans qui brille. Sadio Mané, lui, il a brillé aussi et quelque peu parce qu'il a été meilleur buteur du championnat d'Angleterre qu'il a terminé à la 2e place. Il a remporté la Ligue des Champions où il a été décisif à plusieurs reprises, notamment en 8e et en quart de finale. Et puis, avec le Sénégal, il a atteint la finale de la CAN. Donc, on peut se dire à chaud que c'est inacceptable. Mais en même temps, derrière, lorsqu'on consulte le détail des votes, on se rend compte que ce sont les Africains eux-mêmes qui n'ont pas toujours rendu leur première place à Sadio Mané. Et c'est là où on peut se dire que ce sentiment des analystes, il n'est pas tout à fait valable. Il est quelque peu erroné. En tout cas, ici à Dakar, le sentiment était mitigé après le classement qui a été livré hier par France Football. Comme le Ballon d'Or, c'est pour un joueur qui a prouvé toute l'année. Mané l'a fait. Donc pourquoi pas le donner le Ballon d'Or? C'est anormal, quoi. C'est injuste. Moi, je ne discute pas le fait que Messi ait le Ballon d'Or. Ça, je ne discute pas. Je suis très raisonnable. Et 4e place pour Mané aussi, je trouve ça un peu quand même exagéré. Oui, pour moi, c'est le numéro 1, quoi. C'est pas qu'il est africain ou sénégalais, mais il est le numéro 1 en ce moment-là. Il méritait la première place, tout simplement la première place. Justement, Babacar, seuls 12 pays africains ont jugé que Sadio Mané méritait plus le Ballon d'Or que ses concurrents européens et sud-américains. Quelle stratégie faudrait-il mettre en place pour qu'un joueur africain remporte à nouveau le Ballon d'Or ? Alors déjà, on parle d'un joueur qui n'aime pas s'exposer médiatiquement. Alors Sadio Mané, peut-être s'il veut avoir le Ballon d'Or l'an prochain, il faudrait qu'il se mette plus en valeur, surtout que c'est une année d'Euro. Et on sait que l'Euro, c'est une compétition retransmise partout dans le monde. Cette année, en 2019, il n'y avait que la CAN. Et la CAN, on va dire, un aspect au niveau mondial, c'est une compétition qui est parfois dévaluée. Cette année, on avait de belles pelouses, mais en général, les analystes disent que la CAN, parce qu'elle se joue sur des pelouses un petit peu médiocres, elle propose des matchs de piètre qualité. Et c'est pour cela que peut-être certains n'ont pas regardé, certains votants n'ont pas regardé la CAN avec le même poids que la Ligue des Champions ou que les championnats espagnols, anglais, etc. Alors que Sadio Mané y a brillé. Peut-être qu'il a perdu des points ici, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait aussi revoir le détail des votants chez les journalistes, parce qu'apparemment, selon certaines rumeurs, certains ne sont même plus journalistes actuellement. Donc peut-être que ça peut expliquer ces résultats qui partent un petit peu dans tous les sens. Une petite info, il y a 9 premières places différentes dans le détail des votes, ça fait beaucoup. Merci Babacar, vous étiez en direct de Dakar. Et pour finir, des images d'Italie où l'art court les rues, comme dans la ville de Florence, où un artiste de rue a peint cette œuvre murale géante de Nelson Mandela. De Naples à Florence, en passant par la Palestine, l'artiste de rue napolitain a peint des icônes charismatiques sur des murs géants. Ces peintures murales présentent souvent des motifs tribaux africains, comme vous le voir sur ces images. Ici, vous voyez Nelson Mandela avec des motifs tribaux sur les visages de ses sujets. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et nous en remercions. Nous vous souhaitons une très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir et à demain.